Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de support du cours d'histoire-géographie. Alors, au programme d'aujourd'hui, je vais un petit peu revenir sur le chapitre qu'on avait entamé avant les vacances en prévision du prochain DS. Puis ensuite, je vous présenterai le nouveau chapitre qu'on va entamer aujourd'hui, qui sera un chapitre cette fois-ci de géographie, qui portera sur les espaces ruraux. Donc comme je disais, juste avant les vacances, nous avions pu entamer et terminer un chapitre d'histoire qui portait sur la Troisième République, sa difficile mise en place, l'affirmation des valeurs républicaines. Puis dans un sujet d'étude, nous avions pu un petit peu travailler la question de l'instruction des filles sous la Troisième République. Donc comme je vous disais, je vais rapidement revenir sur ce chapitre-là pour pouvoir un petit peu vous préparer pour le DS qui arrivera la semaine prochaine. Donc le premier point, c'est ce qu'on avait pu voir, c'est que finalement cette Troisième République, elle se met en place dans des conditions difficiles. En effet, la France vient de perdre face à l'Allemagne, donc en 1871, et c'est donc la fin du Second Empire. Dans ce contexte-là, donc ce Second Empire est terminé, et surtout la France sort en fait d'un régime qui était autoritaire. Donc repasser à la République, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Une République démocratique, ça va avoir du mal à se mettre en place. Donc déjà en ça, c'est une situation qui est compliquée. En plus de ça, la France est humiliée parce que la France a perdu l'Alsace et la Moselle, qui sont donc revenus à l'Allemagne. Et en plus de ça, les Allemands ont donc défilé sur les Champs-Élysées, notamment pour montrer leur victoire, et ont également déclaré le Reich à Versailles, donc dans le Palais des Glaces. Tout ça, ça contribue finalement à mettre en place une ambiance un peu explosive, si je puis dire, en France, parce que, voilà, encore une fois, les Français se sentent humiliés et ils ont un petit peu du mal, en fait, à comprendre ce qui s'est passé et surtout à imaginer comment on va pouvoir se sortir de cette situation. Et donc ça se matérialisait notamment par la mise en place de la commune. Donc ça, c'était la première chose qu'on avait travaillé dans ce grand 1, Fondation et stabilisation de la République. La commune, donc pour revenir très rapidement dessus, c'est donc un régime d'extrême gauche qui va se mettre en place à Paris du 26 mars 1871 au 28 mai 1871. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre ces dates-là? En fait, c'est assez simple. Le 18 mars 1871, dans un contexte qui est encore une fois toujours explosif, l'État français va tenter de récupérer des canons qui sont restés sur la butte Montmartre. En effet, les Parisiens ont grandement participé finalement à la guerre et surtout sont opposés aux armées allemandes. Et le fait de leur retirer ces canons, ça va pas du tout leur plaire aux Parisiens, parce qu'en fait, on leur enlève leur possibilité de se défendre finalement. Et donc, les Parisiens ne vont pas supporter ça et vont se révolter. À ce moment, le gouvernement en place va demander de tirer, de fusiller ces personnes qui se sont révoltées, sauf que l'armée va refuser. Et face à ça, on va avoir donc la mise en place d'un régime, à savoir la commune. Donc cette commune, c'est comme je disais, un gouvernement plus ou moins d'extrême gauche qui va se mettre en place. Et il y a de grandes décisions qui vont être prises, et cette fois-ci des grandes décisions plutôt démocratiques finalement. Parmi celles-ci, on va pouvoir noter la gratuité des écoles, qui comme on le verra est arrivée un petit peu plus tard de manière généralisée en France. Mais on va également élire des ouvriers dans ce nouveau gouvernement, ce qui est assez rare, parce que jusqu'ici c'était des postes qui étaient réservés aux bourgeois. De plus, on va avoir une augmentation des salaires, une mise en place de la gratuité de la justice, mais également des loyers qui vont devenir gratuits pendant un certain temps, les ouvriers vont avoir plus de pouvoir dans leurs usines, etc. etc. Finalement, c'est quelque chose d'assez démocratique qui se met en place. C'est quelque chose également de laïque parce que on va se retrouver finalement à dans une époque de laïcisation finalement de la Commune de Paris. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire qu'en fait, les églises ne seront plus vraiment catholiques, mais vont être plus dédiées à des cercles de discussion, etc. Donc c'est un petit peu ça qui se met en place durant la Commune. Sauf que vous vous en doutez, le fait qu'il y ait une sorte de mini-gouvernement à Paris, ça ne plaît pas au véritable gouvernement qui est en place. Et donc, ce gouvernement qui est en place va envoyer l'armée pour un petit peu essayer de régler cette situation-là. Donc, on va avoir de grandes batailles qui vont se mettre en place à partir du 21 mai et qui vont opposer finalement les communards aux soldats de l'armée française. Et comme on peut s'en douter, assez rapidement, les communards vont se retrouver dans une situation compliquée et donc on va avoir de nombreuses batailles qui vont être perdues. Parmi celles-ci, celle qui est la plus importante, ça va être celle du 28 mai au cimetière du Père-Lachaise, où finalement les derniers communards vont être exécutés face à ce qu'on appelle aujourd'hui le mur des fédérés, que vous pourrez toujours aller voir donc au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Cet événement marque finalement la fin de la Commune. Une fois cette situation de crise dépassée, la Troisième République va pouvoir un petit peu plus se mettre en place et va pouvoir davantage appuyer donc, sur ces nouvelles grandes lois démocratiques qui vont finalement former la base de cette Troisième République-là, ce qu'on appelle les libertés fondamentales. Donc, c'est ce qu'on avait vu dans le petit b, la mise en place des libertés fondamentales.
Donc tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce nouveau régime, finalement, c'est une démocratie. Donc démocratie, c'est un terme qu'on avait défini comme étant un régime politique dans lequel le peuple souverain exerce le pouvoir, le gouvernement sont désignés par le peuple lors d'élections. En fait, pourquoi est-ce que c'est une démocratie? Tout simplement parce que c'est un régime qui est finalement encadré par une constitution. C'est-à-dire que le président ne fait pas ce qu'il veut, contrairement au Second Empire où pour le coup, Napoléon III faisait ce qu'il voulait en soi. Donc ici, on va avoir un régime qui est encadré par une constitution et surtout le président est élu. Le président, c'est pas lui qui va se nommer tout seul, le président va être élu par le Parlement. Et justement, le Parlement, lui, va être élu par les citoyens au suffrage universel masculin. C'est-à-dire tous les hommes de plus de 21 ans peuvent voter. En ça, en fait, on parle de démocratie parce que finalement, c'est encore une fois ici le peuple qui va gouverner. Démocratie, je rappelle la racine grecque, démos, le peuple, kratos, le pouvoir. Donc le pouvoir au peuple. Et ici, c'est tout à fait ce qui se passe. Et comme je disais, donc, ce gouvernement de la Troisième République va mettre en place des grandes lois qui vont favoriser les libertés fondamentales. Ça aussi, c'est une définition qu'on avait donnée. Donc, les libertés fondamentales se définissent comme étant des libertés définies par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Elles correspondent aux droits dont dispose chaque individu en tant qu'être humain. Donc, voilà un petit peu ces grandes libertés. Et ces grandes lois, en fait, elles vont permettre d'affirmer la démocratie et les libertés fondamentales. Donc, parmi celles-ci, on peut citer la liberté de réunion, de la presse. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important parce que sous le Second Empire, qui était encore une fois un régime autoritaire, finalement, cette liberté de la presse, elle n'existait pas vraiment. Il y avait de la censure qui était en place. Là, justement, l'objectif, c'est de se séparer de cette censure-là et de permettre au peuple de plus facilement s'exprimer. Donc ça, déjà, c'est un point qui est assez important. En plus de ça, on va avoir les grandes lois de Jules Ferry de 1881-1882 qui vont rendre l'école publique laïque, gratuite et obligatoire. Ça aussi, c'est une grande avancée parce que c'est vraiment permettre à l'entièreté de la population de s'instruire. Donc même les populations qui étaient les plus défavorisées, parce que justement, c'était ces enfants-là qui généralement allaient travailler le plus tôt possible, tandis que les enfants issus de classes plus aisées, notamment les classes bourgeoises, ici, c'était des enfants qui avaient plus facilement accès à l'éducation. Désormais, tous les enfants seront éduqués de la même manière, du moins jusqu'à un certain âge. L'autre point qui est important, c'est l'autorisation des syndicats, parce que ça, également, on l'avait travaillé dans le chapitre précédent, même si on avait des grèves qui commençaient à se mettre en place, finalement, elles étaient toutes certes tolérées, mais les grévistes étaient toutefois souvent condamnés. Ici, maintenant, l'autorisation des syndicats, ça va permettre finalement à tous ces travailleurs de se syndiquer et donc de moins risquer lors des grèves et surtout de pouvoir s'opposer finalement au patron en ayant vraiment un poids politique finalement. Et enfin, le dernier point, c'est le divorce, encore une fois, qui n'était pas autorisé auparavant. Donc c'est en fait tout ça qu'on va appeler ces grandes lois qui favorisent les libertés fondamentales. Toutes ces grandes lois, elles vont être mises en place par de grands noms de la Troisième République, notamment, on avait évoqué trois. Léon Gambetta, donc 1838-1882, qui va être président du Conseil durant la période. Jules Ferry, donc, que je viens d'évoquer avec les lois scolaires, qui sera donc ministre de l'Instruction publique, puis président du Conseil des ministres. Et le dernier, c'est Georges Clemenceau, qui va être président du Conseil, mais qui sera également à l'origine du journal L'Aurore, qui aura une importance toute particulière un petit peu plus tard, comme on l'a vu avec l'affaire Dreyfus. Pourquoi est-ce qu'on avait parlé de ces trois grands noms? Parce que finalement, c'est ceux qu'on va le plus citer généralement, et c'est aussi eux qui en fait vont donner leur nom à de nombreuses rues en France, etc., pour montrer un petit peu leur poids et leur importance finalement dans la Troisième République. Enfin, le dernier point, c'est que cette Troisième République, elle va un peu mettre en avant les symboles de la République pour essayer de créer une union en fait entre les Français, de créer une unité en France. On va ainsi pouvoir citer la Marianne, qui va être vraiment érigée comme étant un des symboles de la République française, mais également le drapeau tricolore, qui, quant à lui, est issu finalement de la Révolution française. Enfin, on va avoir le bonnet phrygien et la fête nationale, donc le 14 juillet. Alors cette fête nationale-là, finalement, elle va trouver ses origines dans deux dates différentes. Pourquoi deux dates différentes? Parce que c'est assez compliqué finalement de trouver une date qui va vraiment unifier la nation, finalement. Or, le 14 juillet 1789, ça renvoie à deux choses très différentes et qui ont des messages très différents. Tout d'abord, le 14 juillet 1789, qui est un événement pour le coup violent, mais qui va vraiment symboliser le réveil de la population et surtout la révolte de la population face au pouvoir autoritaire et à l'époque surtout le pouvoir absolu du roi. Mais ça renvoie également à la fête de la Fédération, donc le 14 juillet 1790, donc un an plus tard, où cette fois-ci, Louis XVI va
va finalement s'allier aux révolutionnaires pour créer un nouveau régime, donc un régime de monarchie constitutionnelle. C'est en ça que cette date-là a été choisie. Donc ça, c'est un petit peu tous les grands éléments qui ont été mis en place finalement par le gouvernement de la Troisième République dès sa mise en place. Une fois que nous avions travaillé donc, cette question de la difficile mise en place de la Troisième République et la mise en place de grandes lois favorisant les libertés fondamentales, nous avions pu travailler à un nouveau point qui s'intitulait donc l'affirmation des valeurs républicaines. Donc en fait, la mise en place finalement des grandes valeurs de la Troisième République. Et ces grandes valeurs, finalement, elles vont passer par deux grands biais. Le premier, ça va être une grande crise qui a touché la France, qui est l'affaire Dreyfus, mais également une autre loi, donc celle qu'on avait pu évoquer auparavant, qui est la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Avant de revenir sur cette séparation des églises et de l'État, je vais donc un petit peu plus m'attarder sur la question de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, donc, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une affaire qui s'est étalée de 1844 à 1906 et qui a concerné un homme du nom d'Alfred Dreyfus. Alfred Dreyfus, qui c'est un militaire de l'armée française qui va être accusé d'avoir espionné au profit de l'Allemagne, donc d'être un espion finalement à la solde de l'Allemagne. Il va être accusé alors que finalement il n'y a pas vraiment de preuves et surtout ça va jouer sur quelques preuves falsifiées. Pourquoi est-ce qu'on l'a accusé lui et pas un autre? Et bien la question elle est assez simple, c'est parce qu'en fait il est juif, cet Alfred Dreyfus. Et en quoi est-ce que ça peut jouer? Parce qu'en fait, la population à cette époque est relativement antisémite, notamment une certaine frange de la population qui est très antisémite et qui va en fait trouver en Alfred Dreyfus un bouc émissaire parfait. Donc l'antisémitisme, qu'est-ce que c'est? L'antisémitisme, c'est finalement le racisme vis-à-vis des personnes de confession juive. Qu'est-ce qui s'est passé donc pour cet Alfred Dreyfus qui a été accusé? Eh ben, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas eu de jugement, ou alors le jugement qu'il y a eu reposait finalement sur deux preuves qui étaient en plus falsifiées. Et en fait, à cause de ça, il a été envoyé donc en exil et on l'a dégradé, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé son rôle dans l'armée française. Face à ça, on a eu vraiment un climat assez tendu qui s'est installé en France, avec d'une part les républicains dreyfusards, donc qui ont pris le parti d'Alfred Dreyfus pour dire que justement ce qui s'était passé c'était inadmissible parce que finalement il n'y avait aucune preuve et qu'il fallait le rejuger cette fois-ci avec de vraies preuves. Essayer un petit peu de creuser cette affaire qui n'avait pas du tout été creusée au final. Mais on a face à ça donc les anti-dreyfusards qui sont justement cette frange antisémite de la population qui va s'opposer à ce qu'on retravaille cette affaire Dreyfus et qui finalement va juste accuser Alfred Dreyfus parce qu'il est juif. Et donc ça va avoir une importance assez importante en France parce que ça va surtout se retrouver dans les journaux où on va avoir les deux camps qui vont tous les deux fournir leurs arguments par le biais de caricatures, etc. On avait pu le travailler en cours. Surtout, ce qui va se passer, c'est que ça va permettre au gouvernement de vraiment revenir finalement sur ces valeurs républicaines en mettant en place finalement de mettre en place finalement une politique qui va permettre de réhabiliter Alfred Dreyfus, mais surtout d'appuyer sur le fait que l'antisémitisme n'a pas sa place en France finalement. L'antisémitisme, c'est du racisme et c'est illégal, et surtout au-delà de ça, toutes les personnes doivent être jugées de la même manière, quelle que soit leur confession. Ça, c'est un point qui est particulièrement important, justement, encore une fois, dans cette société qui est antisémite. Finalement, donc Alfred Dreyfus va être réhabilité, va être jugé, cette fois-ci va être innocent. Et pour le coup, on va le regrader finalement dans l'armée, il va reprendre sa place originelle. L'autre point qui va nous intéresser vis-à-vis de l'affirmation de ces valeurs républicaines, c'est donc comme je disais, la loi de séparation des églises et de l'État qui date de 1905. Alors qu'est-ce que c'est que cette loi de séparation des églises et de l'État? Finalement, c'est assez simple, c'est de grands principes qui vont être mis en place. Le premier, c'est que la France va devenir un pays laïque, donc c'est-à-dire que la religion catholique ne sera plus la religion officielle de la France. Il n'y a plus de religion officielle finalement. Toutes les religions peuvent être pratiquées de la même façon, mais l'État en lui-même est laïque, il n'y a pas de religion qui est associée au pouvoir. Ça va également permettre de garantir la liberté de croyance et de religion, c'est-à-dire que peu importe la confession des différentes personnes qui vont composer donc, cette France, dans tous les cas, toutes les personnes, tous les citoyens auront les mêmes droits et pourront pratiquer leur religion sans être inquiétés. Donc ça aussi, c'est une belle avancée. En plus de ça, l'État ne va désormais plus rémunérer les cultes et ne fournira plus de bâtiments aux religions. Qu'est-ce que ça veut dire rémunérer les cultes? C'est assez simple, c'est-à-dire qu'avant ça, c'était l'État qui finalement finançait, qui payait les différents représentants de ces institutions-là. Notamment pour l'Église catholique, c'était finalement l'État français qui allait payer les prêtres, les évêques, etc. Ce n'est désormais plus le cas.
En plus de ça, l'État va finalement récupérer les bâtiments qui étaient donnés à ces différentes confessions. Donc notamment, je pense aux églises, encore une fois pour revenir sur la religion catholique, qui appartenaient à l'Église, qui avaient été données à l'Église et qui finalement sont récupérées par l'État. Alors, donc désormais, les églises seront gérées finalement par les mairies, par les différentes communes, mais histoire de pas non plus complètement mettre fin à l'existence des églises en France, ces églises-là, elles vont être données, elles vont être prêtées, disons, aux différentes églises, aux différentes religions, donc, mais ça n'appartiendra finalement plus à ces différents cultes. Enfin, l'autre point, c'est que finalement, ça met fin au concordat de 1801 qui liait justement les religions à l'État. Donc ça, désormais, c'est fini. Pourquoi est-ce qu'on a cette loi qui se met en place? Finalement, le principal argument, c'est que l'Église est accusée de s'être finalement toujours opposée à la République et aux avancées sociales en découlant. C'est-à-dire que finalement, l'Église catholique, elle est assez conservatrice et c'est finalement un petit peu toujours opposée à ce que les républicains voulaient mettre en place. Notamment déjà dans un premier temps vis-à-vis du divorce, tout ça qui n'est pas forcément très bien accueilli par l'Église catholique, mais également avec toutes les autres lois sociales qui sont mises en place. Enfin, ça concerne toute la France, enfin presque toute la France pour le coup. Parce qu'on a finalement 3 départements qui sont toujours sous le système du concordat. Pourquoi ces 3 départements? C'est donc la Moselle, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, donc l'Alsace en fait. Et pourquoi donc ces régimes sont toujours sous le régime concordataire, ces départements sont toujours sous le régime concordataire? La réponse elle est assez simple, c'est parce qu'en 1871, la France a perdu l'Alsace et la Moselle. Donc quand cette loi de séparation des églises et de l'État est passée en 1905, bah, finalement ces départements ils étaient allemands. Donc quand ces départements sont revenus sous le giron de la France en 1918, ce qui s'est passé c'est que bah, finalement le concordat est resté et on ne les a pas refait passer donc, sous cette nouvelle loi de 1905. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, en Alsace et en Moselle, déjà il y a des jours fériés en plus, mais surtout les prêtres sont toujours payés finalement par l'État. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant et qui est à savoir. Enfin, le dernier point qu'on a pu travailler dans cette partie, c'est la question de la Troisième République en tant qu'empire colonial. Parce que jusqu'ici, on a parlé uniquement de la France et des différentes caractéristiques politiques finalement de ce régime, mais on ne s'est pas vraiment attardé sur la politique étrangère finalement de la France. Et donc, la France va devenir un empire colonial très important durant cette période-là. La raison, elle est assez simple, c'est que, comme je disais, la France, elle a été humiliée finalement par la défaite contre l'Allemagne. Donc, la volonté en fait de la France, c'est de retrouver un pouvoir important en Europe, mais également dans le monde, retrouver une place importante dans le monde. Et pour ça, donc, la France va vraiment développer cet empire colonial. Alors, comment est-ce que cet empire colonial s'est mis en place? De 2 façons différentes. Déjà, donc, qu'est-ce que c'est que l'empire colonial à cette période-là? Donc l'empire colonial en 1914, il va regrouper différents territoires, donc tous les DROM actuels, mais également Madagascar, l'Indochine et globalement l'Afrique du Nord-Ouest de manière générale. Tout ça, ça fait que la France est le 2e empire colonial mondial derrière l'Angleterre, derrière le Royaume-Uni. Donc ça montre vraiment sa puissance finalement à cette époque-là. Donc comme je disais, les raisons de l'expansion de l'empire colonial, elles sont multiples. On a la volonté de retrouver la puissance française d'antan, mais également finalement une certaine volonté d'enrichissement, parce que en allant piller finalement ces territoires-là, la France va s'enrichir et va donc pouvoir un petit peu se remettre de la guerre qu'il a opposée à l'Allemagne en 1871. Enfin, le dernier point, c'est que finalement, il y a un aspect vraiment raciste derrière tout ça, parce que les Français se considèrent comme étant un peuple finalement au-dessus des peuples colonisés, en disant que ces peuples-là, ils sont pas vraiment, ils méritent d'être colonisés parce qu'ils sont pas assez développés, etc. Donc la France a aussi cet aspect raciste derrière, ce qui est assez intéressant à travailler, parce que derrière toutes ces grandes valeurs républicaines de la Troisième République, et notamment la lutte contre l'antisémitisme en France, on a quand même toujours cette idée de racisme qui va rester, qui est un racisme d'État, en fait. Ça, il faut bien le comprendre. Et ces sociétés coloniales, elles vont être, pour le coup, exploitées assez durement. C'est-à-dire, ça va passer par 2 grands points, notamment le code de l'indigénat, qui va imposer des travaux forcés et imposer des impôts aux populations colonisées. Alors, quand on parle d'impôts, il faut bien comprendre que ce n'est pas tout à fait les mêmes catégories les mêmes types d'impôts qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que les impôts que l'on paye aujourd'hui, ça va être pour financer la sécurité sociale, financer les services publics, etc. Là, ces populations coloniales, elles doivent payer des impôts, mais sans contrepartie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de sécurité sociale, il n'y a pas non plus vraiment de...
Ils n'ont pas le choix en fait, tout simplement, et ça leur apporte pas grand-chose de payer des impôts, c'est juste vraiment pour enrichir l'État français. Donc ce code de l'indigénat, il va disparaître en 1946, donc on voit que finalement ça a duré assez longtemps. Mais surtout, il mettait en place un autre point, c'est que finalement, les citoyens étaient divisés en deux catégories. D'une part, les citoyens français qui étaient nés en métropole, qui avaient plus de droits et qui étaient considérés comme de vrais citoyens finalement, et les citoyens un peu de seconde zone, si je puis dire, qui sont les citoyens français originaires des colonies, qui sont pour le coup très mal considérés et qui ont très peu de droits finalement à l'échelle de la France. Enfin, le dernier point à comprendre, c'est que cet empire colonial, il va un petit peu s'inscrire finalement dans un contexte colonial à l'échelle européenne. C'est-à-dire que la France, c'est pas le seul empire colonial, loin de là. J'ai pu citer l'Angleterre, mais il y a également la Belgique, l'Espagne. Bref, il y a d'autres territoires d'autres pays qui sont de grandes puissances coloniales. Et ça a créé des rivalités. Donc pour éviter un petit peu qu'on ait trop de conflits entre ces différents empires coloniaux, on va avoir une conférence qui va se mettre en place, qui est la conférence de Berlin, qui va avoir lieu de 1884 à 1885. Cette conférence de Berlin, elle a pour objectif, comme je disais, d'éviter les conflits entre les empires coloniaux, et donc elle va être à l'origine de nombreux traités entre les pays pour éviter qu'il y ait des guerres finalement coloniales qui opposent et qui détruisent ces grandes puissances-là. Malgré tout ça, on va quand même avoir des crises qui vont se mettre en place, notamment la plus importante pour la France, la crise de Fashoda en 1898. Donc c'est une crise qui oppose la France à l'Angleterre, et les causes, elles sont multiples. Donc la première, c'est la volonté de relier les différents empires par les chemins de fer. C'est-à-dire que, donc, quand je parle des différents empires, c'est pas la France et l'Angleterre qui veulent lier leurs empires coloniaux, pas du tout. C'est la France qui veut relier ces différents empires, ces différents territoires coloniaux par le biais de chemins de fer, et l'Angleterre qui veut faire la même chose. Or, il se trouve que ces deux chemins de fer sont censés se croiser près de la ville de Fashoda, qui va se retrouver finalement au milieu des lignes anglaises et françaises. Et va avoir des conséquences assez importantes, notamment le fait qu'on est passé pas très loin d'une guerre entre la France et l'Angleterre. Donc les deux puissances vont se retrouver finalement avec leur chemin de fer face à face le 18 septembre 1898. Et on se retrouve dans une situation très très tendue où on n'est pas loin de passer par la guerre. Et finalement, donc la France va reculer pour éviter ce conflit-là, parce qu'encore une fois, la France se remettait plus ou moins difficilement de la défaite face à l'Allemagne. Et donc la France va reculer et va perdre finalement le bassin du Nil, ce qui fait que la France va finalement ici perdre de la puissance par rapport à l'Angleterre vis-à-vis de son empire colonial. Une fois tout ceci travaillé, donc nous avions terminé le sujet obligatoire, la question obligatoire, et vous avez donc proposé un sujet d'étude portant sur l'instruction des filles sous la Troisième République. Alors pourquoi est-ce que c'est un sujet important, cette instruction des filles? Tout simplement parce que ça a permis finalement aux jeunes filles de s'émanciper et surtout de s'instruire davantage. Parce que jusqu'ici, finalement, les filles étaient les personnes qui étaient les moins éduquées et étaient surtout largement moins éduquées que les garçons. Pourquoi? Parce que finalement, elles ont privilégié l'éducation des garçons par rapport à celle des filles. Et surtout, finalement, c'est une véritable volonté politique d'éduquer ces filles-là, d'instruire ces filles-là, parce que avant ça, elles étaient plutôt instruites par l'Église catholique. Et ça, justement, comme on est dans une situation où on veut se séparer de l'Église catholique et de sa puissance en France, on va vraiment essayer de développer cette instruction des filles, une instruction républicaine des filles. Donc pour ça, on a de grandes lois qui ont fait avancer justement cette instruction des filles sur la Troisième République. La première, c'est la loi Berthe qui va créer les écoles normales d'instructrices en 1879. C'est-à-dire qu'à partir de là, on aura des institutrices qui vont pouvoir se former pour enseigner aux jeunes filles. On va également avoir la loi Camissé qui va instituer l'enseignement secondaire d'État pour les filles en 1880. C'est-à-dire que les filles pourront faire des études secondaires, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les lois Jules Ferry de 1881-1882, parce qu'elles rendent l'école obligatoire pour tout le monde, dont les filles. Et enfin, la loi de 1902 qui va rendre l'accès au baccalauréat possible pour les filles, parce que ça, c'était pas le cas auparavant. Et donc ça, il faut bien comprendre que c'est important, parce que jusqu'ici, les filles étaient finalement... n'avaient pas du tout les mêmes droits vis-à-vis de l'enseignement par rapport aux garçons, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas aller jusqu'au bac, parce qu'elles n'avaient juste pas le droit de le passer. Et pas de bac, ça va généralement empêcher d'aller dans des études supérieures. Donc voilà, justement, cette loi de 1902, elle va permettre un petit peu de mettre filles et garçons au même niveau, même si ce n'est pas tout à fait le cas, parce que on va encore avoir des différenciations en fait, dans cette éducation-là. C'est-à-dire qu'on va avoir des classes différentes et des enseignements différents. En fait, pour comprendre ça, il faut imaginer que les garçons, on va enseigner aux garçons à devenir de bons citoyens, éclairés et instruits. Donc on leur enseignant des mathématiques, la physique, la géographie, l'histoire,
du français, etc. Les filles, on va plutôt leur apprendre à être de bonnes femmes de citoyens, de bonnes épouses de citoyens. Et elles vont plutôt apprendre des travaux manuels et des activités à faire à la maison finalement, plus que justement ces mathématiques, ces enseignements scientifiques, l'histoire, géographie. On va également leur apprendre comment bien éduquer des enfants, etc. Donc on voit encore qu'il y a une instruction qui est très stéréotypée finalement, qui n'est pas encore égale. De plus, le fait que les filles puissent s'instruire, ça va un petit peu créer des débats dans la population, avec d'une part l'avis conservateur qui estime que c'est hors de question que les filles s'instruisent, que c'est pas leur rôle, et un avis progressiste qui va lui plutôt être favorable à cette instruction des filles. Bref, tout ça, ça va avoir des conséquences tout de même plutôt positives parce que durant la période, on voit que le nombre de filles instruites va être multiplié par 10, ce qui est assez important. Et surtout, la proportion de filles illettrées va très fortement diminuer dans la population. Malgré tout ça, les filles vont rester moins scolarisées que les garçons. Et ça va durer pendant encore quelques temps. L'autre point qu'on avait pu travailler, c'est la question des institutrices, justement, qui justement apparaissent après la mise en place de la loi Berthe, qui va créer les écoles normales d'institutrices. Donc c'est quoi l'objectif de ces institutrices? Ça va être de transmettre les grandes valeurs de la République aux jeunes filles. Et donc, encore une fois, comme je disais, de former des femmes de citoyens. Ces femmes institutrices, elles vont également devoir s'investir dans les activités périscolaires, donc elles ne sont pas uniquement liées à l'école, mais à ce qu'il y a autour de l'école, en fait, l'éducation des enfants de manière générale, même en dehors de l'école, et elles vont devoir s'engager dans des associations, avoir des engagements associatifs, donc pour davantage en fait s'inscrire dans le paysage français, d'avoir une importance plus importante en France que ce qu'elles pouvaient avoir auparavant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutefois, malgré la mise en place de cette loi, les institutrices sont toujours relativement mal vues dans les villages, et donc là où elles se trouvent. C'est-à-dire que on va avoir des populations assez conservatrices qui vont penser que les femmes, justement, effectivement, elles peuvent enseigner parce qu'elles auraient des facultés naturelles pour s'occuper des enfants, parce que ce sont à la base censées être des mères, mais qu'elles seraient toutefois inaptes à gérer des écoles, car ça, c'est plus un travail d'homme. C'est vraiment ce que pense la population à cette époque-là, hein. C'est pas inventé. Même pour les plus conservateurs, ils pensent que les femmes ne devraient tout simplement pas enseigner, mais rester à la maison, s'occuper de leurs enfants. Parce qu'on est encore dans une société qui est très sexiste, très patriarcale finalement. Et le fait que des femmes puissent travailler et faire autre chose que rester à la maison, c'est assez mal vu pour certaines catégories de la population. Donc voilà un petit peu pour la question des institutrices qui sont finalement des personnes qui vont être mises en avant par l'État pour transmettre les valeurs de la République, mais qui ne sont pas forcément très bien accueillies par la population. Enfin, et pour terminer, on avait pu voir que l'instruction des filles, c'est un enjeu politique majeur pour l'émancipation des femmes. Ce qu'on avait pu voir, c'est que finalement, en fait, cette instruction des filles, elle se met en place dans un contexte d'apparition du féminisme et de mouvements féministes. Parmi ceux-ci, le plus important qu'on avait pu citer, c'est le mouvement des suffragettes qui vont se battre, donc des femmes qui vont se battre pour avoir le droit de vote. Parce que, je rappelle, c'est le suffrage universel masculin, c'est-à-dire seuls les hommes de plus de 21 ans peuvent voter. Les femmes n'ont pas le droit de voter, et ce, pas avant 1944, donc pas avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il va falloir attendre encore un certain temps, mais déjà là, on a des femmes qui vont faire des actions coup de poing, donc des actions particulièrement marquantes, pour obtenir ce droit de vote. Ce mouvement des suffragettes, il est initialement issu de l'Angleterre, mais il va assez rapidement s'étendre à la France. Pourquoi est-ce que cette instruction des filles va permettre l'émancipation des femmes? La raison, finalement, elle est assez simple. Ça va rendre les femmes plus autonomes, car plus instruites, donc naturellement plus autonomes. Elles vont moins dépendre de leur mari, mais surtout, ça va faire prendre conscience aux femmes qu'elles ont une valeur sur le marché du travail, elles sont aussi capables que les hommes dans le monde du travail, mais surtout d'un point de vue intellectuel, elles ont exactement les mêmes capacités qu'eux. Et ça, c'était pas forcément très bien compris par la population et par les jeunes filles qui étaient, encore une fois, éduquées dans une forme très patriarcale de l'homme travaille, la femme reste à la maison. Ça justement, le fait que les femmes soient instruites, ça va leur montrer que c'est pas forcément le cas et c'est pas une vérité. Les femmes peuvent travailler tout aussi bien que les hommes. Donc voilà un petit peu pour la question de l'instruction des femmes sous la Troisième République et l'importance que ça a eu. Et c'est avec ça qu'on a donc pu terminer ce thème d'histoire. Et c'est là-dessus que portera le DS de la semaine prochaine. Je vous en avais parlé avant les vacances. Une fois cette première très longue partie terminée, je vais pouvoir vous présenter le nouveau chapitre de géographie qu'on va entamer. Donc celui-ci, il s'appelle Géographie, thème 3, les espaces ruraux, une multifonctionnalité toujours plus marquée. Alors pourquoi est-ce qu'on travaille ça? La raison, elle est assez simple. Jusqu'ici, on n'a quasiment parlé que des villes.
Dans un premier thème de géographie, vous aviez pu travailler donc la question de la métropolisation, donc là pour le coup directement lié aux métropoles. Puis dans le second temps, on a travaillé la question des espaces productifs. Ce qu'on a pu voir avec les espaces productifs finalement, c'est que finalement, les espaces qu'on a le plus travaillé, c'était les métropoles, mais également les interfaces et les technopoles. Or, ben, ils sont tous plus ou moins directement liés aux métropoles et aux grandes villes. Au final, on n'a quasiment pas parlé des espaces ruraux jusqu'ici. Ça, justement, ça va changer avec ce chapitre-là, et on va un petit peu s'intéresser à ça. Ce qu'on va pouvoir voir finalement dans ce chapitre-là, c'est que ces espaces ruraux, ils vont également finalement profiter de la mondialisation, et ils vont être également touchés par la recomposition des espaces productifs. C'est-à-dire ces espaces ruraux qui étaient autrefois uniquement agricoles, ils vont aujourd'hui avoir d'autres fonctions que l'agriculture. Ce sont des espaces qui vont avoir différentes fonctions productives. Et donc ça, je vous l'ai écrit ici, je vous ai écrit une petite trace écrite que vous pouvez également trouver sur Pronote, donc je vous demanderai de la reprendre. Mais je vous ai également mis 2 définitions qui vont donc être à connaître. Première définition, c'est espace rural. Donc c'est un espace où les activités agricoles ont tendance à dominer, ce que je viens de dire. Les densités sont plutôt faibles et les paysages naturels. La multifonctionnalité, quant à elle, c'est le fait qu'un espace ait des fonctions productives multiples. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce qu'on va le pourquoi du comment de ce chapitre-là, et pourquoi est-ce qu'on va travailler la question de ces espaces ruraux à échelle mondiale. Pour commencer à travailler tout ça, je vais vous proposer une petite activité introductive qui, un petit peu comme ce qu'on avait pu faire avant les vacances, sera envoyée avant jeudi à 11 h pour me permettre de faire l'appel lors de la prochaine séance. Et donc cette activité, la voici. C'est donc une activité qui est finalement assez simple, avec quelques documents, quelques planisphères et quelques photographies satellites qui vont être intéressantes à travailler, mais également quelques petites notions de vocabulaire. Par rapport à tout ça, je vous pose quelques questions, donc 4, comme vous pouvez le voir ici, qui vont porter sur les différents documents. Et en fait, ce que je vais vous demander ici, au travers de cette question, ça va être un petit peu d'étudier quels sont les différents types d'espaces productifs dans les espaces ruraux. Dire un petit peu quels sont en fait les différents types d'espaces ruraux qu'on va trouver. Mais au-delà de ça, ce que je vais surtout vous demander, ça va être un petit peu de les comparer, voir quelles sont les différences entre ceux-ci. Donc voilà, encore une fois, cette activité, elle sera envoyée par mon bureau numérique avant jeudi 11 h. Et à partir de là, donc, je vous souhaite à tous un bon travail et je vous dis à jeudi.